Donc, comme a rappelé Joseph tout à l'heure, concernant les objectifs de ce GDR, un des objectifs majeurs est l'intercommunication entre les différents membres du GDR. Et ça a été un point autour duquel on a insisté dans le démarrage de l'organisation du GDR. Et c'est pour ça qu'il y a un aspect partage des ressources sur lequel on travaille depuis maintenant une année. Alors je vais revenir sur les objectifs initiaux de cette activité, donc partage des ressources, échange d'informations entre les différents groupes, avec une question qu'on s'est posée l'an dernier, donc c'était le 29 novembre 2012, au CIRAD à Montpellier. Le constat était que le GDR, tel qu'il était structuré et mis en avant, organisé avec Joseph et Myriam, était aujourd'hui une structure unique en France, en termes de regroupement de chercheurs liés aux matériaux bois, ou qui avaient un lien avec du travail scientifique sur ce matériau. Le deuxième constat est que ces chercheurs travaillent dans des laboratoires qui eux-mêmes ont des équipements qui sont assez peu connus de l'ensemble de la communauté, et donc un potentiel matériel très important au niveau national, avec le corollaire, un besoin fort de communiquer pour savoir qui fait quoi, à quel endroit. Alors, face à ce constat, on en est venu à tout d'abord réfléchir sur la mise en place d'un site internet, qui serait l'outil de communication privilégié au travers duquel chaque membre de la communauté pourrait se renseigner ou donner de l'information. Et puis, le deuxième point, c'était mettre en place une activité de regroupement d'informations, mais qui soit la plus simple possible et la plus marketing, entre guillemets, possible. Alors, pour cela, on a réfléchi sur une fiche autour de laquelle il y avait un certain nombre d'informations à donner, donc qui soient à la fois des informations visuelles, mais aussi des informations thématiques, avec des liens pour avoir des accès sur le site internet, de façon à ce que chacun puisse dire ce qu'il fait, son activité, quels moyens il dispose dans son laboratoire, autour de l'ensemble des champs qui sont visés par le GDR. Alors l'idée, c'était de mettre en place cette fiche et de pouvoir avoir une représentation nationale autour d'une carte qui pourrait être accessible et qui serait vraiment un outil de travail pour l'ensemble des membres qui souhaiteraient, ou des personnes extérieures au GDR qui souhaiteraient avoir de l'information. Alors ça, c'était donc il y a un an. Alors voici le modèle de fiche que l'on a envoyé à tous les laboratoires ou les responsables de laboratoire, en leur demandant de renvoyer le plus rapidement possible cette fiche dûment remplie, de façon à ce qu'on puisse commencer notre inventaire. Alors, vous voyez, donc secteur d'activité, compétences, quelque chose d'assez simple, des mots-clés, un lien avec le site internet, des photos pour illustrer l'activité, et puis adresse et contact des personnes responsables des différents laboratoires. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on dit de ne pas faire aux étudiants lorsqu'ils ont des présentations à faire. Mais là, je le montre quand même parce que le fichier qui a été conçu par Joseph est quand même extrêmement fourni. Il y a tout un tas d'informations à l'intérieur, à partir desquelles aujourd'hui, donc ça c'est la dernière version, à partir de laquelle on sait qui a renvoyé sa fiche ou qui n'a pas renvoyé sa fiche. Alors vous voyez, là c'est le début du fichier avec en jaune ceux qui ont renvoyé leur fiche ou ceux qui appartiennent au laboratoire dont le responsable a renvoyé la fiche. Donc pour les gros laboratoires, ça fait du monde. Et puis il y a quelques entités qui n'ont pas encore envoyé leur fiche. Voilà, alors ça a été quand même un outil qui nous a permis de suivre en continu l'ensemble des membres du GDR, donc des membres déclarés du GDR, et puis de structurer tous les acteurs du GDR au travers de tout un tas d'entrées, de mots-clés, etc. Donc tout ça a été réalisé par Joseph, donc gros travail. Et là, on peut le féliciter parce que vraiment, c'était ambitieux et aujourd'hui, c'est vraiment un outil de travail. Alors quelques mots sur l'année qui s'est écoulée. Alors j'ai mis quelques dates. En fait, ce sont des périodes durant lesquelles on a envoyé des informations au sujet de cette fiche qu'il fallait renvoyer. Alors la première, ça a été le premier envoi, donc novembre 2012. Où ça, en fait, la demande a été envoyée un peu après. Et puis avril, juillet, octobre, tout ça, ce sont les périodes de relance. Donc il y a eu la première, la deuxième, la troisième. Je crois même qu'il y en a eu une quatrième.
Bon, ceci étant, on a récupéré aujourd'hui 32 fiches sur 72 laboratoires identifiés. Alors, 32 fiches sur 72, a priori, ça ne fait pas beaucoup. Mais quand on regarde le nombre de personnes qu'il y a derrière les 32 fiches, on se rend compte que la plupart des gros laboratoires liés aux matériaux, en fait, ont renvoyé leurs fiches, ce qui représente environ 80% des membres du GDR. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors j'ai les noms de tous ceux qui n'ont pas renvoyé leurs fiches, donc j'ai pas fait de liste, et voilà, pour pas gêner tout le monde, mais en tout cas, ceux qui n'ont pas renvoyé leurs informations, je les incite fortement à le faire. Parce que pour nous c'est important, parce que si on veut construire ce document qui va être utile à tout le monde et qui nous permet vraiment de bien comprendre qui fait quoi. Donc ça c'est très utile, alors, à la fois pour les étudiants pour chercher des stages ou bien des thèses par exemple, ou pour des chercheurs qui veulent monter des projets au niveau national ou international et qui ont besoin d'avoir des compétences qu'ils ne possèdent pas. Et donc vraiment ce type d'outil est très important. Donc je réitère la demande auprès de ceux qui n'auraient pas encore envoyé leur fiche. Alors une mention spéciale pour AGPF qui a envoyé sa fiche hier soir. On l'a intégré dans la liste. Donc, voilà. Alors quelles actions maintenant pour 2014 ? Alors, donc, Corinne va présenter le site internet et vous verrez qu'il y a quand même eu un gros travail d'organisation du site qui a été fait. L'idée, effectivement, au départ, il y a un an, c'était de faire cette carte de France et aussi des dom-toms. Et puis, si on passe à l'international, ça va faire carrément une carte du monde, avec une localisation géographique des différents laboratoires. Et pour pouvoir s'y retrouver, des mots-clés qui pourraient être des sources d'entrée pour pouvoir identifier qui fait quoi à quel endroit. Donc, cette carte, bon, j'anticipe un peu sur la présentation de Corinne, mais puisqu'elle m'a montré quelques éléments de la carte tout à l'heure. Bon, cette carte, elle n'est pas complètement opérationnelle, mais elle devrait l'être d'ici une quinzaine de jours. Et elle a été mise au point par les services de l'INRA, les informaticiens de l'INRA, sur le site de Champenoux, je crois qu'ils sont là-bas. Et bon, donc c'est un outil qu'il va falloir compléter avec l'envoi des fiches pour les laboratoires qui ne les ont pas renvoyées. Alors un élément pratique, il faut, dans la mesure du possible, pour qu'ensuite on puisse mettre l'info sur la carte, communiquer les coordonnées de géolocalisation. Voilà, c'est un élément qu'il faut retenir. Donc à côté de cette carte géographique sur laquelle on met où on liste l'ensemble des laboratoires de recherche, donc on souhaite aussi faire une carte des formations. Donc là, j'anticipe un peu sur la présentation de Philippe, mais pour arriver à utiliser cet outil qui maintenant va fonctionner sur les laboratoires de recherche, eh bien, à faire quelque chose de tout à fait opérationnel pour les formations. Puis tout à l'heure, on a parlé d'international. Donc il y a aussi une volonté de faire tout ça en anglais, de façon à pouvoir élargir le champ de notre communication et anticiper aussi un élargissement du GDR à l'international. Merci. On va réessayer, voir si ça marche avec le Mac. Tu veux essayer ? Voilà. Voilà, c'est bon. Ah bah super. Mais viens t'installer là. Bonjour à tous, excusez pour les petits problèmes techniques. Donc j'ai en charge le site web du GDR depuis maintenant une bonne année. Donc on avait présenté la maquette au dernier GDR. Et donc je vais surtout vous présenter les évolutions qu'on a fait depuis un an. Donc comme vous pouvez le constater pour les personnes qui étaient présentes l'année dernière, un grand nombre de rubriques ont été ouvertes. Et ces rubriques sont alimentées par vos informations.
Donc, il ne faut surtout pas hésiter à me communiquer ces informations, sans quoi le site ne peut pas vivre. Donc, tout ce qui est colloques, séminaires, offres de stage, de thèse, offres d'emploi, n'hésitez pas à me les communiquer. On les met en ligne. Et donc, cela permet de pouvoir viser un public dans les sciences du bois. Donc, comme Bertrand vous l'a dit, on a travaillé cette année sur la rubrique des équipes. Et donc, on est en train de mettre en place, donc là, je vous montre le projet, une carte de géolocalisation donc des laboratoires. Donc là, c'est le projet, ce n'est pas le programme définitif qu'on est en train de retravailler. On a un petit souci technique sur le programme. Donc, mon collègue est en train de le résoudre. Et je pense que d'ici une quinzaine de jours, on va pouvoir la mettre en ligne. Donc, cette carte est alimentée donc, par vos fiches laboratoires. Donc, si vous souhaitez apparaître, il faut les rendre. Et donc, on a décidé donc, de mettre sur cette carte une recherche par des moteurs de recherche. Donc, il y aura une entrée par double moteur de recherche de mots-clés. Donc, ce sont les mots-clés que vous mettez sur vos fiches d'information. Donc, choisissez-les bien. Une recherche par région. Et donc, on a décidé aussi de rajouter une recherche par axe thématique, les axes thématiques du GDR. Donc, à la fin, ça devrait donner à peu près ce résultat. Voilà. Ça, c'est une carte qu'on utilise sur notre propre site du LERFOB. Donc, lorsque vous cliquez sur les points, c'est pour ça aussi que j'ai besoin de vos coordonnées de géolocalisation, une fenêtre s'ouvrira, donc donnant le nom de l'établissement, un certain nombre d'informations, et ça renverra directement sur la fiche du laboratoire. On a un projet de mettre en place cette même chose sur la rubrique formation, de manière à recenser toutes les formations sur les sciences du bois au niveau de la France. Et donc c'est pareil, il y aura une recherche soit par mots-clés, soit par filière, soit par région. Donc ça, c'est un projet qu'on a pour 2014. Les autres améliorations qu'on a apportées, c'est la mise en place, donc, la plupart d'entre vous le savez, puisque vous êtes, dès le moment où vous adhérez au GDR, vous êtes d'office abonné à l'actualité du GDR. Et on a mis en place cette année, là on vient de les tester et on va les développer, c'est les flux RSS. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes préféraient travailler par flux RSS que par un abonnement actualité. Donc, sachez qu'on est en train de mettre des flux RSS en place. Donc voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas sur le site. Je ne suis pas à l'abri de faire des erreurs ou des copier-coller qui ne fonctionnent pas bien. Et puis surtout, envoyez-moi donc vos infos, qu'on puisse les publier et les faire vivre. Et je suis preneuse aussi de toute idée de développement au niveau du site. Voilà. Merci beaucoup, Corinne. Là, si peut-être à ce stade, on peut commencer à intervenir. Si vous avez des remarques à faire maintenant, si vous avez à partir de maintenant, là, c'est des choses qui peuvent vous intéresser un peu concrètement. Donc, si vous voulez faire remonter quelque chose maintenant, c'est le moment. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose à ce sujet? Par contre, il faut parler dans le micro. Hein. Bonjour tout le monde, Samuel Ikogu, je viens du Gabon. Je voudrais savoir comment il faut faire pour s'abonner au site et combien ça coûte. Ah non, il n'y a pas de coût. Moi, je peux répondre là. C'est tout gratuit chez nous. Et juste, il faut nous le dire. Alors en fait, effectivement, Corinne a dit qu'automatiquement, quand on s'abonne, quand on adhère au GDR, on s'abonne au site. C'est quelque chose qu'il faut qu'on finisse de mettre au point. C'est pas encore automatique complètement. Il faut faire le transfert il y a deux bases de données différentes. En fait, il y a une base de données qui est ma base de données dont a parlé Philippe tout à l'heure, qui est
qui est une liste par tous les gens qui m'ont envoyé leurs fiches et qui m'ont dit à quoi ils s'intéressent dans le bois et dans quelle discipline ils travaillent. Donc quand j'ai cette information-là, automatiquement, je les mets dans ma base. Et ils sont aussi mis dans la liste de diffusion du GDR Bois. Donc ça, c'est une liste de diffusion que je gère. Ensuite, parallèlement à ça, il y a le site géré par Corinne à Nancy, qui a une liste d'abonnés aux actualités. Ces deux listes ne sont pas exactement les mêmes parce que certains veulent adhérer au GDR et être sur ma liste, mais ne veulent pas forcément recevoir les actualités. Donc les listes ne sont pas forcément connectées. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui ne sont pas inscrits et qui veulent s'inscrire, il faut qu'avant la fin des journées, ils viennent voir Joseph, Corinne ou moi, et puis on fera la procédure pour vous rentrer dans nos listes. Je passe la parole à Corinne. Donc de toute façon, sur le site, vous voyez qu'il y a une rubrique qui s'appelle « Participer au GDR », dans laquelle vous retrouvez donc, dans la rubrique « Rejoindre le GDR » le formulaire d'inscription au groupement du GDR, donc, qui est un formulaire en ligne. Et ensuite, vous avez donc la possibilité, même sans vous inscrire au groupement, de vous abonner aux actualités et à la newsletter. Il suffit simplement de cliquer sur l'une des deux rubriques qui vous intéresse, de rentrer votre adresse mail et automatiquement, vous recevrez les notifications. Donc, l'inscription est complètement libre et complètement gratuite. Est-ce qu'il y a une autre question à ce stade? Une remarque? Donc on va passer la parole à... Attendez, voilà. À Philippe Girardin. Où tu es, Philippe? Ah, voilà. Voilà, donc, merci Joseph. Donc moi je vais vous parler un petit peu de l'aspect formation. Alors je vous avoue tout de suite, je n'ai pas fait grand-chose depuis l'année dernière. Je me suis contenté de réactualiser le diaporama que je vous avais présenté l'année dernière, donc concernant le recensement des principales formations en France qui traitaient donc du matériau bois. Alors, bon, je reviens rapidement. Donc, l'année dernière, donc, on avait lancé un sondage donc, avant les journées du GDR qui avaient eu lieu à Montpellier, donc, où j'avais eu un certain nombre de collègues qui m'avaient renvoyé des informations. Il y a un groupe donc ça c'est les adresses en bleu des gens qui m'avaient répondu, un groupe de travail au sein du GDR qui sont avec des collègues plus particulièrement impliqués dans cette action enseignement. Et puis donc là je reprends, alors je vais passer peut-être rapidement sur les choses qui étaient déjà mises l'année dernière. Donc lorsqu'on fait un petit peu l'état des lieux des enseignements en France, donc par région, en commençant donc par la Lorraine, pas en passant, en commençant. Donc, au niveau de l'Université de Lorraine, donc un master, master phage, dans lequel plusieurs spécialités traitant de la forêt et du bois, et dont une spécialité, la spécialité bois, forêt, environnement, donc qui est un peu la suite de l'ancien DEA Sciences du bois, qui a un petit peu évolué donc en incorporant maintenant une partie des enseignements correspondant à l'amont de la filière, donc à la forêt. Différents masters donc en génie civil où on parle également de bois, donc en particulier dans les spécialités ABC, donc architecture, bois, construction. Et puis d'autres masters, spécialité construction, environnement, spécialité géotechnique, haut risque, mais un qui traite du matériau, spécialité structure, matériaux énergétiques du bâtiment, où là il y a l'aspect bois un peu structure et matériaux bois dans l'habitat qui est un peu traité. Master mécanique, énergie, procédé, produit, donc là c'est une manière un peu plus moins importante pour le bois, c'est plutôt les aspects biomasse qui sont traités. Alors toujours en Lorraine, donc l'ENSTIB, donc l'École nationale supérieure des technologies et industrie du bois, avec 4 orientations, production et logistique, matériaux fibreux naturels, construction, énergie et environnement. Des licences professionnelles, donc une licence bois ameublement, une licence construction bois,
une licence, alors 2 licences dans la licence construction bois avec conception et structure, réalisation et conduite de travaux. Et puis le master construction et hautes études des structures bois, donc, qui est mené en partenariat donc, avec le Centre des hautes études de la construction et l'ENSTIB. AgroParisTech, enfin, donc pour la partie Lorraine, donc avec la formation des ingénieurs forestiers en troisième année. Un double diplôme donc, entre AgroParisTech et l'ENSTIB, et puis également une forte implication de nos collègues d'AgroParisTech au niveau du Master FAGE ou sa cohabilité Université de Lorraine, AgroParisTech. Alors, Pays de Loire maintenant, avec l'Université de Nantes et le groupe ESB, donc, en commençant donc, par l'ESB, donc l'École supérieure du bois. Donc là aussi avec différents parcours, donc cycle industrialisation des produits forestiers sur le site de Bordeaux, et puis cycle logistique et production, distribution et commerce international, construction bois et recherche donc sur Nantes. 3 licences professionnelles qui sont menées en partenariat donc, avec l'Université de Nantes, donc une licence construction bois, une licence commerce bois, une licence production bois. Et puis également un peu de bois dans le cadre du master en enseignement en génie bois. Enfin, un peu de bois. L'Université de Bordeaux, alors là j'ai pas mal modifié par rapport à l'année dernière parce que j'avais des données qui ne m'étaient pas remontées. Donc en Aquitaine, donc, au niveau de l'Université de Bordeaux, tout ça un petit peu sous le pôle, alors attention je vais dire une bêtise, Xylo Futur, et donc la plateforme XyloSup. Alors il y a un master en sciences et technologie, mention chimie, donc là c'est plutôt la biomasse qui est concernée. Une licence pro bois construction, donc à l'IUT de Bordeaux 1. Un master pro ingénierie construction bois. Un master biodiversité et écosystèmes continentaux, toujours sur Bordeaux 1. Sur Bordeaux 4, maintenant, plusieurs formations, donc Master Pro, Gouvernance et Gestion durable forêt-bois, un autre Master Pro, Économie et Gestion de l'environnement, et enfin un dernier Master Pro, Gestion intégrée des agrosystèmes et des forêts. Bon, également l'ENITAB, Bordeaux Sciences Agro, donc avec les formations d'ingénieurs impliqués au niveau du bois. L'Université de Pau, maintenant, avec l'IUT de Mont-de-Marsan, donc avec un DUT Sciences et Génie des matériaux, orientation bois et écomatériaux, une licence professionnelle qualité et processus industriels dans les industries du bois. Différents autres parcours, une licence professionnelle design, produits, éco-conception, produits et packaging sur l'IUT, et puis un master en sciences, spécialité sciences et génie des matériaux, où il y a également un peu de bois qui est enseigné. Et donc tous ces enseignements sur la région Aquitaine donc, sont regroupés dans le cadre de la plateforme XyloSup du pôle de compétitivité Xylos Futur. Sur la Bourgogne, donc ça, on avait également recensé dès l'an dernier donc l'ENSAM Cluny, donc avec une première année option filière métier bois, matériaux durables. Une deuxième année filière métier bois, donc toujours la même filière. Et pour une troisième année, ingénierie des procédés, où un certain nombre d'enseignements au niveau du matériau sont dispensés. Languedoc-Roussillon, alors là j'avais donc au niveau de l'Université de Montpellier, École d'ingénieurs Polytech Montpellier, département mécanique et interaction, département énergétique, donc avec quelques enseignements autour du bois, soit au niveau structure, soit au niveau valorisation énergétique. Et puis à la fac des sciences de Montpellier, donc dans le cadre du master mécanique, parcours modélisation et simulation mécanique, donc un petit peu d'enseignement en bois. Et puis dans le cadre d'une licence écologie, biologie des organismes, également un peu d'enseignement au niveau du bois. Et puis AgroParisTech Montpellier, avec une formation gestion environnementale des écosystèmes et forêts tropicales. Alors sur l'Auvergne, donc l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Alors une licence pro, gestion durable des arbres et arbustes en aménagement paysager,
un master biologie environnement, cohabilité, Université Blaise Pascal, Vétagro Sup, avec une spécialité génétique écophysiologie et production végétale. Polytech Clermont-Ferrand, département génie civil, donc là où il va y avoir également différents enseignements donc sur l'aspect bois, structure. Donc en L3, génie civil, donc des cours sur les matériaux avec application directe au bois. En M1, donc toujours au niveau de la construction bois, de la construction des structures, avec structure bois également. Et puis en M2, où là également différents parcours en fonction des spécialités sont proposés, enfin différents modules d'enseignement en fonction des spécialités donc sont impliqués, impliquant à chaque fois des enseignements autour du matériau. Sur l'île de France, alors l'école des ponts Paris-Tech Marne-la-Vallée. Donc alors j'ai mis calcul et comportement des matériaux, matériaux pour la construction, projet de construction réelle, donc quelques enseignements impliquant le matériau bois, et puis au niveau du Muséum national d'histoire naturelle, avec un master évolution, patrimoine naturel et société, où plusieurs UE vont traiter du matériau. Enfin, un certain nombre de lieux où on avait de l'enseignement du bois, où j'ai pas forcément mis à chaque fois une photo. Alors la Guyane, je vois Bernard là, qui sourit. Donc il va falloir remettre des... Alors une licence professionnelle génie civil avec un module construction bois tropicaux. Alors ça doit être à Kourou peut-être. Cayenne, pas de chance. Université de Limoges, avec une licence pro aménagement du paysage, aménagement arboriforestier. L'École nationale des travaux publics de l'État à Vaux-en-Velin, où il y a un module également qui traite de la construction bois. L'École nationale supérieure de mécanique et microtechnique à Besançon, avec un module biomécanique matériaux bois matériaux issus de la biomasse. L'INSA Strasbourg, avec un module bois construction. Et l'INSA de Lyon avec innovation en structure et construction bois. Bon, là, je pense que sur la suite, ça, on peut laisser. Comme ça, on va s'arrêter là. Donc là, pour reprendre un peu ce qui a été dit auparavant, donc la géolocalisation des enseignements, il va déjà une base de données. Pour Corinne, je ne sais pas où elle est partie, et Bertrand. Donc on pourra déjà repartir de ça. Puis là où la caméra. Et puis si dans la salle... Bon, il est possible que j'en ai oublié. Bon, j'en ai rajouté par rapport à l'année dernière. Mais n'hésitez pas, encore une fois, à me faire remonter les endroits que j'aurais pu oublier. Alors après, bien entendu, ce qui est difficile dans ce genre d'exercice, c'est que certains m'ont renvoyé une page, certains m'ont renvoyé directement le site de leur établissement, d'autres m'ont renvoyé 3 lignes. Donc ça peut paraître des fois un peu plus épais, un peu plus light. Mais après, ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est qu'on renvoie directement vers les sites des formations, directement pour avoir les informations complètes. Donc voilà. Et puis, on profite de l'occasion. Donc on a un collègue gabonais qui est en charge montage d'un master sciences du bois. Alors je ne sais pas, c'est à Libreville ou... Donc ils souhaiteraient venir un petit peu nous présenter leur projet. Donc Samuel Ikogu, donc responsable du M2R Sciences du Bois, à qui je vais passer la parole quelques minutes pour qu'il nous présente un petit peu les travaux qu'ils sont en train d'essayer de mener au Gabon. Ok, bonjour tout le monde. Je m'appelle Samuel Ikogu. Je suis en train de mettre en place, sur demande du gouvernement gabonais, un master de recherche en sciences du bois. Alors, comme vous le savez tous, le bassin du Congo, c'est le 2e poumon forestier mondial. Et depuis un certain temps, certains États ont décidé la valorisation de la ressource bois sur place. Donc, sur cet effet, le Fonds forestier du bassin du Congo
donc a demandé aux États d'identifier un certain nombre de projets. Parmi ces projets, il y a une action qui a été menée au niveau de la formation. Alors, le Gabon, compte tenu de la politique du pays, a reçu effectivement, je pourrais dire, le label d'abriter la formation sur la transformation plus poussée du bois. C'est ainsi qu'au niveau donc, de l'École nationale des eaux et forêts, qui est une très vieille école de la sous-région, cette école a toujours reçu donc, des étudiants de la sous-région dans le domaine de la foresterie. Il va donc abriter le master de recherche recherche donc, dans le domaine de la recherche en bois et puis un diplôme d'ingénieur dans la transformation plus poussée. Alors, donc, pour monter ce projet, en fait, l'État gabonais a fait appel à travers un réseau qui date d'il y a à peu près 10 ans, on appelle le RIFEAC, Réseau des institutions de formation forestière des États de l'Afrique centrale. Donc ce réseau a bénéficié d'un appui financier de certains montants, de l'ordre de 7 millions d'euros, quelque chose comme ça. Et ce réseau est censé donc mettre en œuvre donc, toutes ces formations dans les 21 institutions qui composent effectivement le réseau. Alors, pour monter ce master, le réseau a fait appel donc, à Laval, à l'Université de Laval, donc au Canada, qui l'aide dans le montage de ces différents projets. Alors, le master, c'est une formation de 2 ans, donc 4 semestres. Ma présence ici, essentiellement, c'était d'abord donc, de prendre attache avec les laboratoires et universités françaises qui travaillent dans ce domaine-là, en vue de nous appuyer dans ce montage, qui est pratiquement suffisamment avancé, parce que les cours ont été pratiquement élaborés par l'Université de Laval. Et ces cours ont été viennent d'être validés tout récemment donc, à Libreville. Donc, c'était vous informer qu'il y a un master recherche qui se met en place, des partenariats avec des laboratoires de recherche sont en cours. Donc, en fait, ma présence ici, comme je le disais, c'était voir effectivement les différents laboratoires qui travaillent dans ce sens-là, et les écoles et universités qui travaillent dans ce sens, pour tisser des partenariats. Voilà un peu l'objet de ma présence ici. Je tiens à remercier Joseph, qui a bien voulu, qui a fait le nécessaire pour que je sois là parmi vous, pour vous parler de ce master-là, et toutes les autres personnes qui m'ont informé donc, de ce GDR. Et je suis heureux que dans ce GDR, il y a une ouverture vers l'international. Et je pense que dans l'international, au niveau de la formation, nous sommes partie prenante. C'est pourquoi je demandais effectivement tout à l'heure comment avoir accès donc, au site qui est en train d'être mis en place donc, pour informer les gens sur les formations, la recherche dans la filière bois. Je vous remercie encore pour votre attention par rapport à cette information que je tenais à mettre à votre disposition. Le Gabon est ouvert à toute forme de collaboration. Je vous remercie. Merci Samuel et Philippe. Alors, je veux dire un petit mot à propos de cette partie donc, formation. Vous voyez qu'on a à peu près rassemblé toute l'information nécessaire, une bonne partie de l'information, la grosse majorité de ce qui existe comme formation en France. Je crois que ce qui reste maintenant comme travail à faire, c'est structurer cette information pour qu'elle soit vraiment lisible par tous, c'est-à-dire avoir peut-être avoir plus une idée, plus une certaine homogénéité dans les présentations. Et il y a avoir une idée des flux d'étudiants, de l'ouverture à l'extérieur et des choses comme ça. Enfin, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, en tant que communauté au niveau national, voire international, c'est de savoir quelles sont les formations intéressantes pour les gens. Quoi. Enfin, moi je veux me former, où est-ce que je peux aller. Moi, j'ai des formations, je cherche des étudiants. Qu'il y ait cet échange d'informations, et donc de même qu'il y a des partages de moyens, il y a des partages de formations.
C'est cette information qu'il faut arriver à structurer. Donc là, toutes les idées dans ce sens-là, les bonnes volontés sont bienvenues pour donner un coup de main à Philippe et structurer cette base d'informations. Je dirais que par rapport à... Il y a aussi une chose que je veux dire à propos du site web, c'est que ce site web est une plateforme ouverte. Si des gens veulent y intégrer les sous-sites de leurs actions, de leurs sous-groupes, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait faisable. C'est fait pour ça, un site. Donc il ne faut pas hésiter, si vous avez envie d'avoir un sous-groupe sur une sous-thématique liée aux sciences du bois, vous êtes bienvenus là-dedans, vous pouvez être hébergé là-dedans si ça peut donner une visibilité à votre action. Maintenant, on va conclure sur l'international, cette série d'actions transversales en tout cas. Donc je passe la parole à Frédéric Rouget du FCBA. Merci Joseph. Bonjour à tous. Donc d'abord un premier mot. J'ai limité, alors ça peut être un souci, mais effectivement j'ai limité l'international sur l'aspect européen. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres choses qui se passent avec un certain nombre de collègues au-delà de l'Europe. La première chose sur laquelle je vais insister, c'est sur les actions cost. J'en ai déjà parlé l'année dernière, mais là j'ai remis ce transparent à jour en vous montrant quelles étaient les actions qui étaient actuellement... C'est la... Oui. Voilà. Donc j'ai remis ici les actions dans le domaine sciences du bois qui étaient actuellement en cours. Donc un point qui est important à signaler, c'est qu'on a une action, la première d'ailleurs, je pense qu'on va faire un focus après, sur l'action donc Wood Music qui a été démarrée cette année. Je vous rappelle l'acronyme des actions COST. Le principe c'est que FP c'est comme Forest Products et les deux premiers chiffres, 13, 12, etc., c'est l'année de démarrage et après c'est simplement un numéro séquentiel qui se réinitialise tous les ans. Donc on a deux actions dans le domaine du bois qui ont démarré en 2013. On en a deux sur 2011 et deux sur 2010, une sur 2009. En moyenne, la durée d'une action cost est de l'ordre de 4 ans. Donc là, vous avez l'ensemble des éléments. Peut-être que si on met les actes quelque part, j'ai refait une V2 de ce slide dans lequel j'ai mis le nom des pointeurs au niveau français. Donc ça peut permettre, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, de vous mettre en contact avec les correspondants français sur ces actions. Un deuxième slide, donc là pareil, pas le genre de slide qu'il faut montrer dans une formation, mais c'est juste pour vous montrer le poids relatif du bois par rapport au reste dans le domaine FPS. Et je l'ai déjà dit l'année dernière, je réinsiste cette année, le FPS est très dominé par la forêt et donc le bois doit gagner sa place, il faut présenter des actions, il ne faut pas hésiter à être push. Il y a une volonté actuellement au niveau du cost FPS de renforcer la place du bois, mais s'il n'y a pas de proposition qui arrive, il n'y aura pas d'actions qui démarreront. Donc vraiment, le message important que j'ai à vous faire passer sur les actions cost, c'est qu'il y a une volonté d'équilibrer le bois par rapport à la forêt et par rapport à la fibre et la bioraffinerie en général. Moi, j'ai une fonction d'expert au niveau du comité de domaine, donc au niveau européen, pour la partie bois. Bien évidemment, s'il y a des actions qui viennent dans ce domaine-là, je les verrai avec la plus grande bienveillance. Un élément que je veux signaler sur un call qui vient de se terminer, qui s'appelle Wood Wisdom Net Plus. C'est un appel d'offres qui représente de l'ordre de 24 millions d'euros de financement. Il y a 80 propositions qui ont été soumises au premier step. Ça a été des propositions en 2 étapes. Et de l'ordre de 30, alors les derniers résultats qu'on a, c'est un petit peu moins, c'est entre 20 et 25, risquent d'être acceptés. Ce que vous pouvez voir, c'est que la France a une place. Elle n'est pas leader dans ce genre de choses. Les pays leaders, c'est clairement l'Allemagne, la Finlande et la Suède. Mais la France et l'Autriche également. La France a un rôle qui n'est pas négligeable. J'insiste un petit peu sur cet appel-là parce qu'on sent que les futurs appels au niveau européen vont être de plus en plus des outils financiers mixtes dans lesquels il y a à la fois des contributions nationales et des contributions de l'Europe. Donc là, typiquement, cette ERANET, c'est un ERANET+, c'est-à-dire que sur les 24 millions, il y a 16 millions qui proviennent des différents pays contributeurs et il y a 8 millions qui sont rajoutés par l'Europe. Et donc de plus en plus, le message de l'Europe, c'est de dire
on va financer de la recherche, mais à hauteur de 1/3, les 2 autres tiers provenant soit des pays, soit des industriels, soit d'autres sortes de financement. Et donc c'est un élément qui me paraît important. Et alors on parlait tout à l'heure des liens avec les politiques. C'est clair que dans toute cette démarche de financement multi-origine, il y a une coordination à mener entre les organismes qui financent la R&D au niveau national et l'Europe. Deuxième élément en termes d'appel d'offres, les premiers drafts de Horizon 2020. Donc je rappelle, Horizon 2020, c'est ce qui succède au FP7, le programme cadre de la R&D au niveau européen. Donc c'est un programme qui va se tenir sur 7 ans. Le budget est important. Par contre, les premiers éléments qu'on a montrent qu'a priori, c'est peu favorable pour les sciences du bois. Je pense que le FP7 était plus positif pour nous. Alors, c'est lié à différents éléments. Je pense notamment que la FTP est un petit peu en baisse d'activité par rapport à ce qui a été fait avant. Et donc, le lobbying à Bruxelles n'a pas été suffisant pour qu'on arrive à réserver une place sur les sciences du bois qui soit à la hauteur qu'on pourrait mériter. Donc, ça veut dire que sur les 7 années qui viennent au niveau financement européen, il va falloir se battre si on veut arriver à glisser quelques propositions dans des drafts qui sont déjà bien établis au niveau de Bruxelles. Je mentionne également un point qui peut être intéressant pour la communauté ici présente. Il y a des opportunités via un gros projet européen qui est coordonné par l'INRA, qui s'appelle Trees for Future. C'est un moyen d'organiser des short-term missions au sein de ce projet pour aller bénéficier d'équipements qui sont mis en mutualisation sur les différents partenaires du projet. Donc là, il suffit de faire des appels à candidature. L'Europe finance l'accueil de la personne qui va faire sa mission. Et donc, elle finance également le laboratoire qui est accueil, puissance invitante. Donc ça, c'est un deuxième point que je voulais signaler. Je pense que c'est un outil qui peut être complémentaire du COST dans les 2-3 ans qui viennent. Et donc, ça peut vous intéresser. Alors là, c'est pareil. Trees for Future, il y a un site web, il y a tout ce qu'il faut si vous voulez savoir quels sont les équipements qui sont mis à disposition. Troisième point que je voudrais signaler, alors ça peut paraître un peu exotique et je dirais électron libre sur ce slide, mais les feuillus, c'est vraiment un truc qui pousse très très fort au niveau actuellement européen et au niveau national. Je le dis, c'est juste un focus sur un thème en particulier, mais c'est quand même quelque chose qui va beaucoup orienter les appels d'offres à venir, et donc je le dis parce que c'est à intégrer également dans nos réflexions. Troisième élément que je voulais signaler, donc j'ai parlé des COST, j'ai parlé des appels d'offres. Troisième élément, donc le réseau InnovaWood. Il faut qu'on arrive à mieux se connecter sur le réseau InnovaWood, donc qui est le réseau européen. Je dirais c'est à l'image du GDR, mais à l'échelle européenne. Je sais que toutes les équipes ici présentes ne sont pas toutes membres de InnovaWood. Donc InnovaWood, on est en train de remettre à plat une stratégie pour les 4 ans à venir. On veut organiser des workshops de brainstorming sur des thèmes qui sont plutôt hors du cœur de cible, sciences du bois, pour essayer de faire un peu croiser les disciplines scientifiques. À l'image du GDR, il y a également une base de données sur les équipements, les compétences, etc. à l'échelle européenne. Donc ça, je vous incite à aller visiter leur site. On veut également organiser des conférences régulières, au moins une tous les 2 ans. C'est des choses qu'on faisait avant au sein d'InnovaWood, mais qu'on voudrait réactiver, notamment en impliquant des jeunes chercheurs et en associant ces présentations avec des lectures invitées. Je mentionne également rapidement les écoles d'été et du support pour des petites conférences plus spécifiques sur des thèmes donnés. Donc là, c'est pareil, InnovaWood, si vous avez besoin d'informations, j'anime la division recherche au niveau européen. Et donc, si vous avez besoin d'avoir des renseignements pour vous inscrire dans ce réseau, n'hésitez pas. Je ne pense pas que le GDR en tant que tel puisse s'inscrire, mais par contre, les organismes du GDR peuvent prendre contact. Voilà, j'ai essayé d'être très rapide. Je peux répondre à une ou deux questions si c'est nécessaire. Et puis, on a donc prévu un focus sur l'action COST FP 1303. Mais peut-être avant s'il y a une ou deux questions. Ok, il reste 50 minutes, Joseph. Ah oui, d'accord, avant la conférence, d'accord. Bon, oui, Bono.
Myriam, je t'apporte le micro. Tu parles dans le micro. Non, il faut que tu parles dans le micro. Parce que c'est enregistré. Oui, ça peut être le bon moment de poser la question. Enfin, ça a été lancé par Stéphanie Thiebaud au début, puis ensuite tout le monde a rebondi là-dessus. Il faut qu'on se tourne vers l'international, etc. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Moi, je trouve que la richesse de ce groupe, le GDR aujourd'hui, c'est le fait d'être national. Et c'est qu'on est suffisamment peu nombreux à l'échelle nationale pour qu'une fois fédérés, on puisse croiser des gens qui, au sein de l'intérêt bois, ont des intérêts très variés. Et moi, voilà, donc qu'on se tourne vers l'international sur connaître ce qui existe au niveau international et puis profiter de ce GDR bois pour savoir ce qui existe. Enfin, la présentation que tu viens nous faire, ça, je trouve ça génial. Mais est-ce qu'il y a une volonté dans le GDR de devenir un groupe international au sens propre, c'est-à-dire d'un gros groupement de recherche de tous les labos? Et sous quelle forme? Est-ce que la francophonie, c'est peut-être pas une échelle qui serait déjà intéressante? Moi, j'ai trouvé ça super, l'intervention du collègue du Gabon, etc. Bon, voilà, c'est plus pour lancer le débat, quoi. Oui, Bruno, si je peux, c'est pas à moi de répondre complètement, mais depuis le début, l'ouverture sur l'international, c'est un groupement de recherche. Or, quand tu as le mot recherche, tu ne peux pas ne pas avoir d'ouverture sur l'international en termes de communication. Une bonne partie de la communication internationale en publication ou ailleurs se fait en langue anglaise, et c'est très bien. Par contre, on a bien ressenti le besoin de discussion plus profonde dans notre langue, parce que c'est comme ça qu'on pense malgré tout. Et ça répond à ce que tu dis. Donc l'ouverture internationale vers le monde francophone, elle est tout à fait évidente et c'est ce que Joseph a commencé à lancer. C'est-à-dire qu'elle se fera facilement. L'ouverture vraiment internationale, donc en langue anglaise, elle sera plutôt, à mon avis, dans la communication avec d'autres groupes. Moi, je serais un peu déçu si on arrivait à la fin à dire ce GDR, on ne le fait plus qu'en anglais, et donc on s'appauvrit en termes de communication entre nous. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'extérieur, on ne va pas communiquer en anglais. Donc, il faut jouer sur ce double jeu. On a besoin entre nous, notamment vis-à-vis des jeunes, de pouvoir parler dans notre langue, parce que c'est comme ça quand même les concepts, on les maîtrise le mieux, et qu'on puisse aller jusqu'au bout des discussions. Mais on doit être aussi ouvert dans la communication, on le sait tous en tant que scientifiques, donc il faut qu'on balance entre ces deux choses. Et comme le disait bien Frédéric aussi, pas simplement en termes de financement, parce qu'on a un petit peu, je ne veux pas dire on est naïf, mais pour le moment on a un petit peu mis en dehors les problèmes de financement pour se concentrer sur les problèmes de communication scientifique et de formation. Mais on ne peut pas les oublier non plus. Oui, moi j'ai un commentaire complémentaire par rapport à la communauté anglophone. C'est que pour pas mal vadrouiller dans différentes instances européennes, je trouve que les Français pêchent souvent par excès d'humilité et on n'est pas assez push, soit pour le COS, soit pour les projets européens, soit pour des réseaux européens. Donc à minima dans ce GDR, ce qu'il faut, c'est pouvoir communiquer les informations sur ce qui se passe à l'échelle internationale et puis vous sensibiliser sur le fait que la France a tout son rôle à jouer. Et en particulier GDR. Mais je dirais que le GDR, il reste dans un certain périmètre. Mais les acteurs le GDR n'existe que parce que les acteurs qui sont dedans existent. Et donc c'est important que vous soyez plus push dans cette orientation. Ça me paraît important. Je ne vais pas redire ce qu'a dit Bernard, mais si tu veux, il est bien évident que si on veut aussi avoir un poids à l'Europe, je pense, il faut qu'on soit plusieurs, si tu veux. Si on veut être entendu, la France toute seule, elle n'est pas entendue. La France, elle est entendue parce qu'elle va être avec l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, etc., pour justement pouvoir faire apparaître des thématiques qui nous concernent. Et c'est pour ça qu'il faut se mettre ensemble pour proposer quelque chose. C'est dans ce sens-là que je le disais. Voilà. Donc si on veut que le côté bois apparaisse plus que, par exemple, comme on a dit, le côté forêt, mais on ne peut pas y être tout seul, on ne va pas nous faire des cadeaux à nous tout seuls. Mais par contre, si on est plusieurs pays à dire, voilà, c'est ça qui nous intéresse parce que, là, on aura des retombées. Et là aussi, je suis tout à fait d'accord, il faut qu'on ose aller demander des ERC, etc. On a des vraies capacités, on a des vrais moyens, et on n'ose jamais y aller, c'est bien dommage. Je pense que je suis d'accord entièrement avec le point de vue de Bernard sur ça. Ce GDR a été constitué pour avoir une communication en français. Donc tout naturellement, il va s'étendre au monde francophone. Donc déjà, il va être international en termes de communication interne par cela.
Après, il faut soigner la communication avec le monde, avec les voisins, pas forcément francophones. Bien sûr, c'est évident. On est tous. Moi personnellement, je suis parti du principe des actions COST, où j'étais beaucoup impliqué, et j'ai toujours regretté l'absence d'un relais pour ces actions COST. Ces actions COST, chaque action COST est très ciblée sur un aspect très précis, très particulier, très précis des sciences du bois. Mais donc il concerne un petit nombre de chercheurs dans chaque pays. Par contre, il existe une grande communauté de sciences du bois où ces informations doivent être relayées, c'est complètement complémentaire. Donc il y a pour pouvoir faire ce que dit Stéphanie, c'est-à-dire avoir du poids, il faut déjà avoir amélioré la fluidité des échanges dans notre monde francophone. Je pense que c'est un manque actuellement qui a besoin d'être comblé. Donc en termes de stratégie dans l'avenir, on a 4 ans de ce GDR qui est la mise en place du réseau national. Je verrais bien qu'on met en place un réseau plus large qui s'étend aux francophones dans un deuxième mandat, et qu'on soit plus international, intégré dans des réseaux internationaux, mais toujours avec notre spécificité de GDR français et francophone, dans une troisième phase. Ouais, moi je crois qu'il y a vraiment un intérêt aussi. Enfin, il y a des problèmes de taille critique, quoi. De taille critique. C'est-à-dire que moi j'ai trouvé, ce qui est riche, c'est que jusqu'à 100, 200, on peut avoir des réunions où on discute de trucs qui sont assez loin. Si on commence à avoir un groupe qui est trop énorme, on sera obligé de faire des sessions parallèles et on perd tout l'intérêt, à mon avis, que moi je trouve dans ce GDR-là, d'aller voir ce que font les autres. Si tu compares à la communauté japonaise des sciences du bois qui font... Bon exemple. Elles sont à peu près 3000 personnes. Ils se réunissent à peu près à 800 tous les ans. En 14 sessions parallèles. Et avec plein de sessions parallèles, effectivement. C'est un risque. C'est à peu près à ça qu'on pourrait arriver. On ne va pas tout à fait arriver à cette quantité parce qu'on n'est pas aussi nombreux.